Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le problème de la non-violence. Alors, la non-violence, c'est pas tout à fait la même chose que la paix, mais c'est vraiment, ça aide hein, beaucoup. On va essayer de développer tout ça. Et donc, on dit que la non-violence est un principe fondamental qui prône le respect de la dignité humaine et bien sûr l'absence de recours à la violence pour résoudre les conflits ou obtenir ce que l'on désire. Ce concept est souvent associé à des figures emblématiques hein, comme Martin Luther King, Mahatma Gandhi, etc., qui ont utilisé la non-violence comme un outil de lutte pour la justice et l'égalité. Alors, dans un contexte plus large, la non-violence englobe plusieurs aspects, hein. Il y a la non-violence physique, pour éviter la violence physique envers autrui, même en cas de provocation. La non-violence verbale, éviter des paroles haineuses, des insultes ou des discours qui incitent à la violence, les écrits bien sûr. Et puis il y a la non-violence psychologique, ne pas manipuler, humilier ou contrôler, hein. On en parle beaucoup en ce moment parce que c'est quelque chose euh, qui est très, très prégnant, hein, par exemple dans les couples ou dans des relations toxiques, hein. Alors, il ne faut pas confondre la non-violence avec une paix apparente, parce qu'il peut exister une paix apparente, mais qui est une paix de domination. Par exemple, certains pays ou certains groupes imposent leur ordre, hein, c'est des empires hégémoniques ou économiques. Il peut y avoir une paix aussi par la peur, hein, ou la dissuasion. Par exemple, on a peur du nucléaire, on a peur d'une guerre, on a peur d'être ruiné. Donc, on évite d'avoir on évite, on fait le dos rond, hein. Et tout ça, c'est pas la paix, hein. C'est en fait, c'est une violence dissimulée. Il y a aussi une paix d'indifférence où les inégalités sont tolérées tant qu'elles ne menacent pas directement les puissants ou notre propre tranquillité. Mais comme vous le voyez, cette paix est basée sur la violence. Ces formes de paix sont instables et tôt ou tard, les injustices nourrissent les tensions, les révoltes ou entraînent par exemple des migrations forcées, qui sont une autre source de conflits, bien sûr, qui entraînent aussi dans des paradis artificiels, de plus en plus de gens se droguent. Autrement dit, l'injustice prépare la guerre. Alors, et il ne faut pas non plus, on veut être non violent, mais est-ce que, par exemple, par sentimentalisme, en consistant à rechercher la paix, est-ce que c'est bien, hein? Non, ça ne fait pas partie des méthodes qu'il faut suivre. Parce que il y a ce sentier qu'on pourrait dire le sentier de l'amour, hein, doit aussi être celui de la justice et de la raison. Alors, la non-violence n'est pas non plus la passivité, elle réclame de la vigilance et une conscience des interrelations justes. En fait, c'est une recherche d'équilibre. Alors, cette non-violence, vous me direz, mais c'est pourtant la combativité, c'est quelque chose qui est complètement inhérent à la nature humaine. Et de tout temps, les hommes ont lutté, ils se sont battus pour survivre. C'était pendant, on peut considérer aussi que d'être un peu guerrier, c'est une valeur. Bien sûr, sans conflit, il n'y a pas de mouvement. Mais il vient un moment où il faut régler le problème posé par cette dualité qu'on a hein, de notre nature. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle le détachement. Mais ça, si vous voulez, on y viendra un peu plus tard, hein. On va un peu avancer, hein. Et on peut quand même se dire que l'être humain, il ne cesse d'évoluer. Et dans l'histoire, il y a eu toute une évolution par rapport à la violence. Il y a eu, par exemple, dans l'Ancien Testament, la loi, c'était la dent pour dent, œil pour œil. Et puis, après, quand est arrivé le Nouveau Testament, c'était si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Alors,
C'est peut-être un peu peut-être excessif, hein, mais c'est pour montrer quand même qu'il y a tout un chemin d'évolution. On peut aussi remarquer que, par exemple, au 19e siècle, il est arrivé une grande évolution, hein. En 1881, s'est créé le mouvement international de la paix, sous l'égide de Bertha von, je ne me rappelle plus exactement son nom, c'est une personne qui a complètement influencé Nobel, hein, qui, à la suite de ça, a donné son prix Nobel. Ensuite, au milieu du... Alors, cette notion de paix, c'était quand même quelque chose de nouveau parce que toute l'histoire, quand on étudie toute l'histoire de France, elle est toujours basée sur des guerres, hein, sur des conflits, sur des conquêtes. Et on parle très peu de la paix, de la non-violence. Donc, c'est quelque chose qui était quand même un peu révolutionnaire. Et puis, au début du XXe siècle, l'idée d'être objecteur de conscience est apparue. Avant, les personnes qui refusaient le service militaire étaient très très mal vues et ils allaient en prison, hein. Ils n'avaient pas d'autre possibilité. Et petit à petit, il y a eu un accord, hein, puisque les gens qui refusaient d'aller au service militaire ont pu faire ils aidaient, hein, d'une autre façon. Leur temps était plus long, hein, pour compenser, voilà, mais enfin, ça a été tout à fait admis. Il y a eu aussi pendant la guerre du Vietnam aux USA, hein, dans les années 60, une très forte mobilisation. Et il y a eu cette idée aussi des sit-ins, hein, où les gens s'asseyaient face aux policiers qui voulaient, qui voulaient un peu les secouer. Ils montraient de la non-violence, ils s'arrêtaient, ils s'asseyaient et ils se laissaient faire, hein. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous faire voir que le monde est capable de changer et de changer de paradigme. Et l'idée de chercher des solutions pacifiques à travers le dialogue, la compréhension mutuelle et l'empathie, plutôt que par la confrontation. C'est ce qu'on appelle devenir des hommes au sens propre du terme, c'est-à-dire sublimer sa part animale. Et comment? Alors, on pourrait dire par le spirituel, mais le spirituel, des fois, ça hérisse un peu, mais je rappelle que le spirituel n'a rien à voir avec le religieux. Le spirituel, c'est tout ce qui nous élève. La spiritualité ne consiste pas à accomplir des rituels, mais à se débarrasser de ses caractéristiques animales afin que naissent en soi des pensées nobles et pures, hein. C'est tout un programme, mais c'est notre vocation en tant qu'être humain. Considérer tous les hommes comme des enfants du monde, alors si vous êtes religieux ou même des enfants de Dieu, mais ça, c'est pour les croyants, hein, et n'avoir pas de mauvaises pensées envers personne. Et c'est uniquement en raison de mauvaises pensées et de la haine que règne actuellement dans le monde toute cette violence et cette sauvagerie, hein, ça, il faut le reconnaître. Mais cette non-violence est envisagée aussi bien, comme on le voit, sur un plan collectif que sur un plan personnel. Encore une fois, en ésotérisme, tout ce qui est petit est comme tout ce qui est grand, hein. Donc, euh, si on se débarrasse de sa propre violence, hein, on débarrasse quelque part le monde de toute sa violence. Alors, quels sont ces obstacles pour obtenir cette non-violence? Ben, nous sommes tous des êtres imparfaits. Nous sommes tiraillés, les humains, entre notre constitution qui est à la fois matérielle et notre constitution qui est spirituelle. Et le corps et la matière est une prison dont il faut se libérer. Bien sûr, nous sommes des égoïstes, nous avons peur. euh, Tout ce qui est nocif dérive de notre égoïsme et de l'attitude égocentrique
qui sont la démonstration des forces concentrées en vue de l'affirmation de soi, la recherche de la prospérité, de la satisfaction du soi, d'être reconnu. Et nous n'avons pas encore intégré que nous sommes tous dans le même bateau et que plutôt que d'être en conflit, on a tout intérêt à travailler ensemble. D'autant que la coopération, contrairement à la compétition, ne génère aucun effet nocif. Alors bien sûr, la véritable paix repose sur la confiance, laquelle ne peut exister que lorsque la loi de justice est respectée. L'immense écart qui se creuse chaque jour davantage entre le mode de vie des riches et des pauvres, au plan national, mais aussi entre les différentes nations, est aujourd'hui le principal obstacle à l'instauration de cette paix, hein, et qui entraîne tant de violence. Et malgré liberté, égalité et fraternité qui est inscrit sur toutes les mairies, nous savons que ce n'est qu'un vœu pieux, hein, qui est rêvé, qui est idéalisé, mais qui n'est pas encore mis en pratique. Alors, comment travailler à résoudre cette violence que nous avons tous en nous? Alors, à titre personnel, ce n'est pas bien de parler de soi, mais moi, j'ai eu l'expérience qui illustre ça. Je me considérais comme non violente. Je n'ai jamais frappé personne, hein. Et à mon grand étonnement, lors d'un stage de développement personnel qui était basé sur l'hyperventilation, j'ai sorti de moi une énorme colère, hein. Et j'ai réalisé que dans cette colère se manifestait sur un plan oral, par des vannes, par des critiques que j'adressais. Et j'en ai pris conscience, et comme par magie, après ce travail que j'ai fait, eh ben, ça m'a changé. Je n'ai plus été dans ce genre de comportement. Mais c'est pour vous expliquer qu'on a tous un fond de colère, mais cette colère, elle se manifeste pour certains carrément par de la violence physique, mais elle peut se manifester de façon très différente. Elle peut aussi se manifester par une colère contre soi, hein, et se rendre malade ou avoir des complexes, ou voilà. Donc, il est très important de travailler sur ce que c'est que cette colère, cette violence qu'on a en nous. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est certains outils, hein. Euh, Déjà, savoir qu'elle existe, hein, bien sûr, mais savoir ce qui déclenche, par exemple, chez moi, cette colère. Et alors, on explique que, par exemple, dans les couples, quand il y a des conflits, hein, c'est pratiquement toujours à la suite de certaines phrases qui sont dites, et ce sont toujours les mêmes phrases. C'est-à-dire que le conjoint fait une critique, et cette critique est très mal supportée, et c'est à ce moment-là que la colère arrive. Et ça peut être une autre critique, et ça n'a pas d'importance, mais il y a certains points qui touchent terriblement, et donc ça, c'est intéressant de travailler là-dessus, hein. Ensuite, il y a bon, donc bien repérer ce qui vous met en colère, voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de passer par l'explication, la négociation, l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous arrivez, que vous êtes fatigué, vous dites que vous êtes fatigué, et par exemple, la personne en face dit, ben moi aussi, j'ai eu une journée, hein, voilà. Mais par contre, si on essaye de comprendre en disant, ben oui, moi aussi, je suis fatigué, on va peut-être pouvoir partager ce qu'on a à faire pour que ça nous soit moins lourd. Enfin voilà, il est important de passer par la négociation. Et donc, d'où l'importance de savoir exprimer ses sentiments, ses ressentis. Et il est important à l'école et dans les familles d'apprendre à s'expliquer, à dire son ressenti, son désaccord, ses souhaits.
Et on constate que, par exemple, les milieux où les gens sont très violents, hein, c'est souvent parce qu'ils ont l'incapacité de pouvoir parler, de pouvoir exprimer par des mots. Parce que c'est pas dans la... Soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils ne... Il y a aussi tout le problème des étrangers qui n'ont peut-être pas euh, toutes les nuances dans les propos, hein. Donc ça, il faut en tenir compte. Il faut essayer de comprendre ce que la personne vous dit en face, hein, même s'il n'a pas toujours les mots. Et puis pour celui qui les dit, comme pour celui qui les écoute. Et puis les mots, parfois, peuvent être mal interprétés du fait de la culture, des visions différentes. Donc toujours essayer de réguler, hein. Alors, il y a une très bonne façon aussi de libérer cette violence qu'on a en soi, c'est par le sport, hein, par l'exercice physique ou par la réalisation d'objets, de bâtiments, de construire des choses, ou par l'art, hein, aussi bien l'art plastique que le théâtre, que d'écrire, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment des outils très utiles pour lutter contre sa violence et la sublimer ou la passer à côté. Alors, il y a aussi, bien sûr, un travail qui doit être fait dans la recherche de l'innocuité, dans les paroles, les pensées, les actions, qui apportent la prudence dans le jugement, la réticence dans les paroles, hein, puisque l'innocuité, c'est essayer de ne pas blesser l'autre, hein. La faculté de freiner toute action impulsive et la suppression de la tendance à la critique, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est une innocuité qui est très positive, qui implique donc une activité, qui implique d'être actif, hein, et vigilant. Et c'est non, c'est pas une tolérance négative en disant ben je me retire du problème, hein. Euh, En me disant ben je veux pas voir. Donc, cette innocuité, elle apporte la prudence dans le jugement, la réticence dans les paroles, la faculté de freiner toute action impulsive et la suppression, comme je vous dis, de la critique. Alors, bien sûr, la neutralité, ce n'est pas de l'indifférence, hein, mais ça propose euh, de neutraliser les mauvaises intentions. C'est ça ce mot, neutraliser, neutraliser les mauvaises intentions. Et non pas, ce n'est pas non plus créer une barrière, une coquille protectrice qui conduit à la séparation. Euh, se mettre dans une coquille, c'est pas lutter contre la violence parce que la violence elle reste. Hein, comme je vous disais, hein, on peut aussi la retourner contre soi. On peut, dans les histoires, quand on est sur le point d'être dans la violence aussi, il y a quelquefois faire appel à un tiers. Ça, c'est très important. Le tiers peut aider et servir de négociateur entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Ce qui est important, bien sûr, aussi, c'est de repousser les préjugés et plutôt que de la vengeance, concentrer son attention sur de nouvelles idées. Et à ce moment-là, les anciennes mauvaises pensées, si on peut dire, hein, les pensées agressives, mourront d'inanition. Ce qu'il y a de mauvais dans la vengeance, c'est qu'on alimente constamment. Je vais me venger, je vais te manger. Donc on alimente. Alors que justement, ce qu'il faut faire, c'est retirer de l'énergie au problème et passer à autre chose. Alors, il y a aussi la peur de l'autre, hein, de son milieu, de sa culture, de sa réussite, de sa liberté. On a peur aussi de la détresse de la personne. Et tout ça, ça peut vous apporter des sentiments de violence. Alors, il y a aussi un autre moyen, hein, c'est le consensus.
Alors, le consensus, c'est quelque chose qui s'établit comme ça. C'est un peu un phénomène un peu intuitif, indéfinissable, hein. On ne sait pas bien comment ça se passe. Le groupe parvient à un consensus et d'un seul coup, c'est ce qu'il doit faire. Alors, dans le travail, par exemple, on me citait un exemple de personnes qui avaient essayé de travailler entre les chasseurs et les promeneurs du dimanche, hein, qui n'avaient pas du tout qui étaient au départ en conflit. Et ils sont partis avec l'idée déjà que chacun a présenté ce qu'il aimait dans ce qu'il faisait, hein. Celui qui marchait, qui voulait être tranquille, qui appréciait la nature, qui voulait défendre la nature. Et puis le chasseur qui expliquait aussi pourquoi il était, lui aussi, quelque part, il s'intéresse à l'animal, il connaît tout de cet animal pour pouvoir le, voilà. Et le fait de parler, d'expliquer, euh, il s'est créé comme un espèce de consensus. Alors, le consensus ne s'est pas fait tout de suite, hein, c'est-à-dire que les gens ont quitté la réunion, ils étaient un peu en désaccord, hein, ils étaient restés chacun sur l'opposition. Et quand ils se sont retrouvés, il y avait eu comme une espèce de côté un peu magique où ils ont trouvé un point de consensus, c'est-à-dire où ils ont respecté chacun, ils se sont accordés des, euh, ils se sont, ils ont pu s'entendre, hein, voilà. Alors, c'est dans ce phénomène du consensus, il n'est pas nécessaire de procéder mentalement, hein, d'essayer de résoudre le problème par un vote ou en cherchant où se trouve la majorité. Parce que la majorité peut se tromper. Et puis, ce qui était bien à une époque peut ne plus l'être. Par exemple, quand on pense à la peine de mort, hein, ou aux punitions physiques qui étaient données aux enfants, à l'époque, il y a une époque où on pensait que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire pour que nos enfants apprennent les leçons, soient corrects et tout. Donc vous voyez qu'il y a aussi tout un cheminement qui se fait et on peut maintenant, on peut prendre autrement des décisions dans le travail et parvenir à des solutions provenant d'un espèce de consensus, hein. Alors, c'est quand même beaucoup lié à une notion un peu d'intuition. Alors, ce consensus est marqué au coin du bon sens, hein. Et bon, oui, je vous dis, pour l'avoir pratiqué plusieurs fois, je peux vous dire que c'est un travail qui est pas immédiat et qui s'opère en nous un petit peu avec du recul. Alors bien sûr, si pour être dans la non-violence, ce qui est bien aussi, c'est d'essayer d'être plus en osmose avec la personne avec qui avec qui il existe un différend. Et il y aurait des trois règles, hein, qu'on nous propose, qui sont quand même des règles, mais il faut déjà vraiment en avoir le désir, hein. C'est entrer dans le cœur de la personne, entrer dans son mental et puis essayer de se fondre avec son âme. Alors, quand je vous parle entrer dans le cœur de la personne, hein, c'est essayer de voir sa douleur, d'essayer de lui parler, hein, et que les paroles apportent une force, hein, dont il a besoin pour délier ses chaînes. Mais on ne peut rien faire pour la personne, hein, il faut pas le faire, c'est être dans la compréhension, mais être c'est la force qu'il recevra, qui l'aidera dans son travail. Et puis, quand je dis entrer dans son mental, hein, et lire ses pensées, mais seulement à condition que nos pensées soient pures et que ça ne soit pas dans le but de manipuler la personne, hein. C'est bien clair.
est rester détaché, hein, car nul n'a le droit d'influencer le mental de l'autre. Le seul droit est de lui faire dire euh, qu'on est là, qu'on veille, hein, qu'on connaît et qu'il ait la force de faire ce qui est juste, hein. C'est ça. Mais on peut pas influencer la personne. Et puis surtout, essayer de comprendre, quand on dit se fondre avec son âme, c'est essayer de reconnaître tel qu'il est et qu'il est différent de toi. Et que dans ce cas-là, tu peux pas, même si tu ne comprends pas, des fois, si tu es dans la violence, hein, il faut respecter la personne qu'il est, l'être qu'il est. Donc, c'est ce qu'on appelle la parole, la pensée et le dessin. Mais rappelons que la véritable paix repose sur la confiance, laquelle ne peut exister que lorsque la loi de justice est respectée. L'immense écart qui se creuse chaque jour davantage entre le mode de vie des riches et des pauvres euh, est aujourd'hui le principal obstacle à l'instauration de la paix. Rappelons que la paix et sa conséquence, la non-violence véritable, exige le partage. Une paix durable au sens humain et global repose sur la satisfaction des besoins essentiels, eau, nourriture, hygiène, santé, logement, éducation, et sur la reconnaissance mutuelle et la reconnaissance, et la dignité de la personne. Et puis, bien sûr, un équilibre écologique qui permet à tous de vivre sans détruire la planète, une justice, une non-violence vis-à-vis des autres règnes, car rappelons que si un des règnes de la nature disparaissait, la vie disparaîtrait complètement sur Terre, ce qui implique effectivement de la vigilance, de l'attention aux détails et une conscience des liens que nous tissons. Donc la non-violence véritable nécessite un travail constant sur soi et aussi une action collective pour bâtir un environnement harmonieux. Cela suppose forcément une forme de partage, hein, pas forcément une égalité parfaite, mais une solidarité réelle avec redistribution des richesses, coopération internationale, transfert des technologies vertes, lutte contre la spéculation sur les ressources naturelles, etc. Le monde est comme un organisme et si un de nos organes est déficient, l'ensemble du corps empathie, hein. Donc, on a tout intérêt à prendre soin de l'autre, hein. Et comme je vous le disais, la coopération, contrairement à la compétition et la concurrence, ne génère aucun effet nocif. Alors, je finirai bien ça par une citation, ce propos sur la non-violence, par une citation de Karam Elaya, œil pour œil ne fait qu'en rendre aveugle le monde entier. Voilà.